Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Campus Europe pour le dernier atelier de la journée. Je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier dédié à la zone de l'Europe de l'Est, une zone d'opportunité pour l'agriculture innovante. Je suis Félicie Jarny, chargée de développement export sur la zone Europe depuis le bureau de Düsseldorf en Allemagne. Je suis accompagnée d'Ivan Boshi-Birman, qui est la directrice Europe centrale et orientale de Business France, et également de Marilyn Berthaud-Zobzik, qui a multiples casquettes, co-gérante de Valiance, cofondatrice de Globaliance et également conseillère du commerce extérieur de la France. Voilà. Et donc, la zone que nous couvrons et le secteur que nous couvrons seront l'Europe de l'Est et également le domaine de l'agriculture. Alors, c'est une zone qui est quand même très très vaste, qui nous sera un peu plus détaillée sur chacun des pays un peu plus dans quelques minutes par Ivan et son équipe. Mais juste redonner quand même quelques mots de contexte sur la zone. Les pays d'Europe de l'Est sont parmi les premiers récipiendaires de tous les fonds et de tous les fonds dédiés à l'agriculture et notamment de la PAC pour 2023 à 2027 avec les plus grosses enveloppes. C'est une zone qui présente également de nombreux défis. Notamment sur le fait parmi les principaux défis, c'est fournir une alimentation sûre et abordable, assurer un niveau de vie équitable, mieux respecter l'environnement. Des défis, certes, mais qui peuvent aussi se tourner, bien sûr, en opportunités pour les entreprises françaises et leurs solutions. Et c'est une zone également qui gagne également un petit peu, qui a été remise sur le devant de la scène dans le contexte géopolitique comme étant indispensable aussi pour notre souveraineté et notre résilience à l'échelle européenne. Donc voilà, je vais donner maintenant la parole à Ivan, qui va nous dire un petit peu des premiers mots sur la zone et sur le marché. Merci Félicie, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, malgré ce brouhaha absolument terrifiant. Donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous présenter Business France, ce qu'on fait, nos activités dans la zone, parce que c'est une zone qui est très très vaste. Et je vous donnerai après quelques informations globales sur le marché, ces marchés dynamiques. Vous allez voir vraiment, on a affaire à une zone hyper dynamique et surtout intéressée par notre savoir-faire français. Donc je commence par Business France. Business France, en fait, tout le monde le sait, mais peut-être pas. Donc je rappelle, Business France, c'est une agence qui est en charge en fait du développement des entreprises à l'international. On a cette première tâche à faire, c'est notre premier job, mais pas que. On est également chargé des investissements étrangers en France. On est aussi chargé de gérer le programme VIE, qui est un programme RH très intéressant pour les entreprises. Je ne sais pas si vous le connaissez. On pourra en revenir, si vous voulez, dessus. Et puis, également, on est là pour la promotion de l'image économique de la France. Voilà ce qu'on fait. Tout ça, c'est 1420 collaborateurs en France et à l'étranger. En France, on est aidé en local. Alors parmi vous, bien sûr, il y a des entreprises françaises qui sont là et qui, théoriquement, chacune d'entre vous, vous avez un conseiller international de proximité qui vous aide en fait à vous préparer à l'export si vous n'êtes pas prêt et à vous projeter à l'international dans des zones que vous définissez ensemble. Donc tout ça, c'est à votre disposition. C'est 250 conseillers internationaux en France, des conseillers de proximité avec des portefeuilles qui vont entre 100, 200, 300 entreprises et qui sont là pour vous aider à vous internationaliser. Voilà la manière dont on est organisé en France et un peu à l'étranger. Et de manière plus spécifique dans la zone, on a donc une zone qui est très large, je vous le disais, qui part des pays baltes. Donc les pays baltes, Lettonie, Lituanie, on n'a pas l'Estonie qui est reliée à la zone nordique et qui va jusqu'au Kazakhstan. C'est 13 pays. Dans ces 13 pays, on a 4 pays qui sont dans lesquels on a directement des équipes BF.
Vous avez des représentants de cette équipe. Peut-être que je vous les présenterai tout à l'heure. En tous les cas, 4 pays qui sont représentés dans la zone et dans lesquels on a les équipes BF. Également, au total, c'est 35 personnes, 35 experts. On a également une concession de services publics dans lesquels, en Hongrie qui assure les actions de Business France. Et puis, des pays dans lesquels on a des référencés qui nous aident à aller plus loin que ces 13 pays et qui sont vraiment des aides très précieuses pour nous et qui complètent notre action qui est dédiée aux entreprises. Voilà comment on est organisé. Donc, les 4 pays dans lesquels on est présent en direct, c'est Pologne, Roumanie, République tchèque et Ukraine. Vous avez donc le directeur pays Roumanie qui est là, la directrice République tchèque qui est là, le directeur qui interviendra Ukraine qui est là et vous verrez, nous avons et aussi avec nous la directrice pour tout ce qui est agrotech dans toute la zone pays Europe centrale et orientale qui est avec nous, qui va vous faire la présentation agro en particulier. Juste quelques mots en fait sur le marché, c'est vraiment, vous avez affaire à 120 millions de consommateurs, avec des consommateurs qui sont vraiment on le disait au début, des consommateurs qui aiment les produits français et qui sont demandeurs et qui recherchent des nouveautés. Important parce que vous avez affaire à des marchés qui ne sont pas saturés. Et ça aussi, c'est important parce qu'ils sont... quand on organise des programmes de rendez-vous pour les entreprises françaises, on a 10, 12 rendez-vous pour des programmes sur 2 jours avec un rythme qui est assez soutenu. Et c'est bien parce que dans d'autres pays, ça peut être un peu plus compliqué. Vous avez des économies alors qui avaient bien résisté à la Covid, mais bon, la Covid est derrière nous puisqu'on a quand même... On fait face à un autre problème en Europe, hein, globalement, en raison pour les raisons que vous savez. Mais vous avez quand même des prévisions. Alors, 2023, le taux de croissance du PIB est un peu affecté. En 2024, ça remonte. On a une moyenne qui est annoncée par les experts à peu près de 3%, peut-être un peu plus même, dans la zone. Vous avez également, tu le disais Félicie, des fonds européens qui sont importants et qui permettent dans certains secteurs, notamment tout ce qui est infrastructure, de réaliser des projets ambitieux. Et bien sûr, vous êtes dans une zone, c'est l'Union européenne, hors Ukraine, mais où la libre circulation des biens et des personnes est vraiment facilitée. Vous avez des chiffres qui sont annoncés ici. Le PIB par habitant n'est pas donné en parité de pouvoir d'achat. Mais si on devait parler de parité de pouvoir d'achat, il faut savoir qu'on a des PIB qui se rapprochent, qui dépassent le PIB de l'Espagne par habitant et parfois qui se rapprochent même du PIB de l'Italie. Ça veut dire que les entreprises ont vraiment une idée et une image de ces pays de la zone éco qui est un peu désuète et qu'il faut à tout prix commencer à revoir et à mettre au goût du jour. C'est-à-dire des économies qui sont dynamiques, modernes, il y a des chantiers dans tous les sens, les gens sont connectés, on ne se rend pas compte, mais il faut changer la manière dont on voit ces pays. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Je vais laisser la parole à notre experte agro. Et puis après, nous aurons notre directeur pays Ukraine qui va vous donner les dernières infos sur ce qui se passe dans ce pays et notamment dans le secteur agrotech. Janetta. Merci. Merci Ivan. Merci Ivan. Bonjour à toutes et à tous. Si on parle des pays de l'Europe centrale et orientale, il faut savoir qu'on parle des pays à forte tradition agricole. L'Ukraine, avec plus de 40 millions de CAU, est le plus grand territoire agricole de l'Europe. Le secteur agricole en Roumanie emploie plus de 20% de la population. On parle des pays qui ont pu se développer, extrêmement développer et rattraper le retard, entre autres grâce aux fonds européens. Et donc la première phase de modernisation, elle s'est déjà faite, disons, entre les années 2004-2012. Et donc ces développements concernaient surtout en modernisation d'infrastructures et en augmentation de la production, de volume de la production.
et les investissements qui se font répondent à des besoins d'agriculteurs d'aujourd'hui qui sont similaires aux besoins des agriculteurs français. Et donc, notamment, là, on attend la prochaine vague, elle est déjà en cours, des investissements qui sont liés à la nouvelle enveloppe de la PAC. Ce sont les investissements qui vont se faire dans la période 2023-2027. L'enveloppe de la Pologne, elle est de 25 milliards d'euros, Roumanie presque 16 et la République tchèque 8 milliards d'euros, etc. Et donc les secteurs visés, c'est entre autres l'agriculture de précision, le bien-être animal, l'agriculture bio et pour la Roumanie, par exemple, le secteur vitivinier et l'apiculture qui sont concernés par les subventions. La France occupe une place importante dans l'agriculture de ces pays. Elle est le deuxième, le troisième, le sixième fournisseur des équipements. Les produits et les solutions qui sont importés de France, c'est surtout les produits phytosanitaires. La vague des importations des équipements, elle s'est déjà faite dans le passé. Les grandes marques, elles sont là. Donc là, on peut dire que le marché est saturé. Les semences de céréales sont beaucoup importées en ce moment et donc les solutions pour le levage. Oui, une chose importante à mentionner, même si la France elle occupe une place importante, elle augmente ses parts de marché énormément ces dernières années. Et là, vous pouvez voir que l'import des solutions pour l'élevage en Pologne a augmenté de 30% en 2022 par rapport à 2021. Ce sont bien sûr les marchés qui sont confrontés à des grands défis. On a entre 2 et 3 millions de nouveaux consommateurs d'Ukraine. Donc, ce sont des consommateurs qu'il faut nourrir. Une énorme augmentation de coûts de production liée notamment à la croissance des coûts d'énergie. On parle de l'augmentation de genre de 50%. En France, j'ai participé à une conférence il y a 2 mois en Bretagne où le directeur de production de Savencia a parlé de l'augmentation des coûts de production de son usine de lait en poudre de 6%. En Pologne, c'est vraiment entre 40 et 50% que les coûts de production ont augmenté. Les fournisseurs, les acheteurs et les distributeurs locaux, ils voient la nécessité de différencier son portfolio de fournisseurs parce qu'il y avait quand la guerre en Ukraine a éclaté, il y avait la rupture de stock, il y avait les rayons vides dans les magasins l'année dernière. Nous, chez Business France, on voit aussi que les acheteurs locaux s'intéressent plus qu'avant à des solutions françaises parce que même s'ils en ont pas besoin pour tout de suite, ils veulent garder les contacts des fournisseurs potentiels pour le futur. Et il faut parler de l'inflation. Le taux de l'inflation des pays de l'Europe centrale et orientale est un des plus importants en Europe. Le taux d'inflation de l'année dernière a été autour de 15%. Mais ça donne, c'est aussi une opportunité pour les fournisseurs français parce que la différence des produits, la différence entre les produits locaux qui sont normalement moins chers, elle devient moins importante par rapport aux produits français. Et donc le Green Deal qui est bien sûr au cœur du débat mais qui reste le sujet assez controversé parce que même si les grands agriculteurs ils voient la nécessité de l'énergie verte, de ces pactes vertes. En Pologne, par exemple, on a c'est le gouvernement des populistes qui est en ce moment au pouvoir jusqu'à la semaine prochaine parce qu'on aura des élections législatives en Pologne et qui n'est pas vraiment propice à ces pactes verts. La slide suivante, s'il te plaît, Félicie. Le secteur porteur s'articule autour de 4-5 grandes tendances, je dirais.
Donc, c'est beaucoup tout ce qui est AdTech, tout ce qui est solution pour l'agriculture de précision, le smart farming. Et ce sont des solutions qui sont recherchées par des grands agriculteurs, des grandes exploitations. En même temps, il ne faut pas oublier que les pays de l'Europe centrale et de l'Est, ce sont des pays où la surface moyenne elle est de 5 hectares par exemple en Roumanie et 13 hectares en Pologne. Donc on parle des pays où la surface moyenne elle est beaucoup plus petite que celle en France. Donc les équipements et les solutions qui sont dédiées à des petites exploitations peuvent avoir du succès. La troisième opportunité, ce sont les solutions et les équipements qui peuvent correspondre à la problématique actuelle des pays. Aujourd'hui, c'est entre autres la sécheresse qui est un grand problème de tous les pays. Ensuite, donc, les coûts d'énergie, donc le sujet de la méthanisation, c'est un grand sujet en Pologne. La France, elle est réputée pour ses solutions de biogaz, de méthanisation. Donc c'est là où il faut y aller. Ensuite, donc, maintenant, donc, les pays de l'Europe centrale et orientale doivent faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Donc toutes les solutions liées à l'automatisation de la production, de l'industrie, la robotique, ce sont des solutions aussi recherchées. Et là, je peux vous dire que le fournisseur français des robots qui sont dédiés à la production de fruits et légumes, donc l'entreprise Nayo, a pu présenter ces solutions il y a quelques mois en Pologne pendant le salon de la production végétale. Et c'était l'entreprise qui a rencontré un énorme succès. Il y avait la queue pour pouvoir essayer les robots de Nayo. Oui, voilà. Et la dernière opportunité se présente dans le secteur de bien-être animal. Et dans le cadre de la nouvelle enveloppe de la PAC, la Pologne, l'autorité publique ont alloué le budget le plus élevé de toute l'histoire aux solutions de bien-être animal. Il y aura énormément d'investissements qui vont se faire à ces sujets. Il y a aussi la question de l'interdiction de la production des œufs des poules élevés en cage. C'est la législation européenne qui va entrer en vigueur dès l'année 2027, tout en sachant que la Pologne, c'est le plus grand producteur européen des œufs de poules élevés en cage. Donc ça, c'est pareil. Il faudra tout changer. Une grande vague d'investissement va se faire dans ce secteur-là. On a beaucoup de success stories des entreprises françaises qui ont réussi sur nos marchés. Ce sont les marchés qui ne sont pas difficiles à approcher, mais ce sont des marchés où la plus grande difficulté, c'est surtout la concurrence locale et internationale, parce que ce sont des marchés matures où les grands groupes internationaux sont implantés depuis longtemps. Plus il y a la concurrence locale qui a la valeur ajoutée par rapport au prix de ces produits, mais on peut y réussir. Et là, c'est l'exemple d'un fournisseur français des produits innovants. Donc, ce sont des solutions contre le stress hydrique qui est en train de prospecter le marché avec un énorme succès. Là, ce que je veux vous dire, c'est que il est important d'avoir une démarche vraiment bien adaptée au marché et bien réfléchie. Et donc là, c'est l'exemple d'une société qui a parfaitement compris cette démarche et qui l'a fait avec nous. Et donc, comme c'est une solution dans la production végétale, l'entreprise a commencé par la phase des essais sur les champs, parce que c'est important, avant de commercialiser les produits agricoles en Pologne ou dans d'autres pays de zone, il est important
de montrer aux agriculteurs locaux que ça marche dans nos pays. Bien que vous ayez des résultats ailleurs, il faut montrer que ça marche dans nos pays et c'est ce qui a été fait. Entre-temps, les résultats de ces essais ont été montrés pendant les journées nationaux de maïs et c'est là que les plus grands distributeurs, importateurs, les acheteurs ont pu voir les résultats de l'application du produit. Et donc là, on est en phase de négociation pour vous dire tous les plus grands distributeurs locaux se battent pour avoir ces produits dans leur portfolio de produits. Il y a aussi le volet de communication qui est très important parce que si la concurrence est rude, il faut bien communiquer sur le produit. Et ça a été fait entre-temps aussi. Donc, tout ce qui est communication dans les médias sociaux, mais aussi dans la presse spécialisée, c'est très important. Je vous remercie de votre attention et là on va faire un petit focus sur la situation du marché du secteur agro en Ukraine. Un rapide point, parce qu'on est déjà en retard sur les délais. Bon. Mais Romain, vas-y. Bonjour. Merci, je serai rapide. Moi, je suis en Ukraine depuis 2010. Je travaille dans l'agriculture. J'étais dirigeant d'un semencier français. J'ai rejoint Business France fin février. Et je suis en poste à l'ambassade. Ah, pardon. Donc, je vais reprendre. Donc Romain Détieux, je suis arrivé en 2010 en Ukraine, dans l'agriculture. J'ai été dirigeant d'un semencier français pendant de longues années, président de l'interprofession des semenciers, conseiller du commerce extérieur de la France et depuis février, responsable du bureau de Business France en Ukraine. Et je suis à l'ambassade depuis juillet. Très content d'être avec vous avant de repartir en Ukraine. Donc, j'ai pas trop de temps, donc j'irai vite. Je suis très content d'être avec des collègues polonais de la zone, parce que la Pologne, c'est l'exemple à suivre pour l'Ukraine. Pourquoi la Pologne en est là où elle en est aujourd'hui et pas l'Ukraine ? Parce que l'Ukraine hésitait entre l'Est et l'Ouest depuis la chute du mur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut être sûr qu'il n'y a plus aucune hésitation et que le train ne va aller que dans un sens. Et avec toutes les aides qui arrivent, il va aller très vite. Donc il va y aller avec nous ou sans nous, avec vous ou sans vous, mais le train est en marche. La deuxième chose pour l'agriculture, ce train de l'agriculture en Ukraine n'a pas attendu la guerre ou quoi que ce soit. En 2010, quand je suis arrivé, on passait dans les champs. Pour ceux qui sont dans l'agriculture, c'était à peu près 3 tonnes de maïs par hectare. Maintenant, c'est plus de 6 tonnes par hectare. Donc, x2 en 10 ans, c'est les plus grands progrès de l'histoire de l'agriculture, de l'humanité, depuis qu'on fait de l'agriculture. Voilà, ça n'a jamais été faire mieux. Et les Russes essayent de mettre à mal ce train de l'agriculture. Mais finalement, les zones, ce qu'il faut retenir de cette carte en rouge, ne sont pas les zones les plus productives. Ce sont des zones très affectées, c'est des zones plutôt sèches. Donc le potentiel agricole continue et les Ukrainiens sont très innovants. Pourquoi ils sont très innovants ? Parce qu'ils ne pouvaient pas investir dans la terre, ils ne pouvaient pas acheter la terre. Et donc ils investissaient dans les technologies. Et comme ça marche très bien, ils vont continuer à le faire. Avec nous ou sans nous. Mais ils continueront à le faire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Romain. Juste une question rapide. Est-ce qu'on sent le manque de bras ? Pas vraiment. Donc, l'avantage de l'agriculture, quand on veut tester des solutions innovantes, c'est qu'une agro-holding, une très grosse structure, elle arrive à opérer 10 000 hectares avec 55 personnes. Donc, ce n'est pas le manque de bras, c'est plus aujourd'hui le manque de logistique, c'est ce que ciblent les Russes, pour exporter le grain qui est produit. Mais la récolte de l'année dernière, là où elle a pu être produite, a été très très bonne. Par contre, la difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas exporter, ou ça coûte très cher, et donc ils sont en manque de revenus pour continuer à investir. Mais il n'y a pas un manque de bras.
Merci beaucoup Romain. Et puis si jamais il reste des minutes supplémentaires à la fin, vraiment, il y aura un temps pour les échanges de questions-réponses. Mais je souhaitais donner la parole à Marilyn également, puisqu'on a eu la version et la présentation un petit peu macro et également sectorielle par Business France, que je remercie. Mais j'aimerais aussi te donner la parole pour apporter ta vision du terrain. Tu es une entrepreneur installée dans la zone. On aimerait beaucoup t'entendre sur justement ton témoignage en tant qu'entrepreneur installé dans la zone, pour recueillir également ton ressenti sur cette zone, sur les difficultés pour peut-être s'installer, mais également les aspects attractifs pour une entreprise française qui pourrait également avoir des désirs d'export sur cette zone. Très bien, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Marilyn Bertosowczek et je suis la co-dirigeante du cabinet Valiance International, installé en Pologne depuis 30 ans. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients PME ETI à exporter, s'implanter ou se fournir en Pologne et en Europe centrale. Et effectivement, depuis 30 ans, on accompagne des centaines d'entreprises sous secteur d'activité. Et donc, c'est avec vous un peu de partage que je vais faire sur ces expériences qu'on a eues. Alors, vous le voyez, l'Europe centrale, comme tu le disais, Ivan, c'est complexe, c'est grand. Il y a à peu près une bonne dizaine de pays. Donc, la première chose, déjà, c'est de se poser et se dire... attention, là pardon Romain, je ne vais pas parler de l'Ukraine parce que c'est vrai qu'actuellement nous ne conseillons pas à nos clients d'aller sur l'Ukraine. En revanche, être prêt à y aller. Et là, on le sait, les Polonais et notamment les Roumains sont prêts, ainsi que les Américains qui sont là. Mais je vais parler surtout des autres pays d'Europe centrale. Donc, on a deux grands pays, la Pologne et la Roumanie. 40 millions d'habitants pour la Pologne, 20 millions d'habitants pour la Roumanie. Deux grands pays agricoles. Et donc, si vous n'êtes pas encore situé sur ces pays, il faut forcément y aller. Tout autour, ce sont des petits pays. Et donc, c'est une zone qui est complexe parce qu'elle a une histoire différente, mais il y a des points communs. C'est l'histoire contemporaine commune avec le communisme, qui crée un certain élan d'opportunisme de la part des entreprises locales qui parfois peuvent être un peu agaçantes, mais c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Il y a, comme tu le disais, Jeannetta, beaucoup de concurrence sur place. Les Italiens, les Hollandais dans vos domaines, les Allemands sont très présents. Et aujourd'hui, les Coréens, les Américains sont là. Donc, certes, nous, les Français, nous sommes plutôt bien vus culturellement, mais on ne nous attend vraiment pas. Il faut absolument être fort, il faut se montrer et surtout, il faut se montrer technique et technologique. Si vous avez un équipement, je ne sais pas, vous me dites, vous faites des épandeurs, du matériel roulant pour l'agriculture qui est solide, robuste, ça ne va pas le faire. Aujourd'hui, j'ai des clients, je peux les citer, c'est par exemple une belle PME bretonne qui s'appelle Sulky Burel. Eh bien, ils ont des équipements épandeurs, équipements agricoles qui sont technologiques. Et en fait, vous êtes sur des pays qui ont besoin de technologie, comme tu le disais d'ailleurs. Ils vont de l'avant, ils regardent devant, ils veulent s'enrichir et ils sont techniques. Lorsque vous envoyez une plaquette à des Polonais, il faut absolument que celle-ci soit précise. Il faut avoir un discours concret. On ne parle pas de la pluie et du beau temps. D'ailleurs, interculturellement, ça ne le fait pas. On ne fait pas de concept, on ne parle pas philosophie. On va en rendez-vous directement sur le sujet. C'est pareil avec les Tchèques, d'autant plus encore. Et donc, vous devez faire très attention à cela et être précis dans votre discours et envoyer rapidement des offres. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut investir. Et investir, ce n'est pas créer une filiale ou s'implanter tout de suite. Vous pouvez tout simplement investir en vous projetant, non pas sur 3 mois, sur une prospection one-shot, en disant ben voilà, j'ai identifié quelques distributeurs et je vais les rencontrer et une première fois, et puis après, ça ira bien, la balle est dans leur camp. Pas du tout. Par expérience, ça prend au moins 6 mois, 1 an. Il faut revenir, il faut les inviter. Il faut absolument mettre beaucoup d'énergie, du temps et de l'argent là-dessus. D'ailleurs, BPI accompagne sur des process de 3 ans, souvent en AP. Donc, investissez du temps, de l'énergie, mais
on peut aussi trouver des moyens intéressants qui sont de recruter un commercial sur la zone. Ça peut être un Polonais, par exemple, qui parle bien anglais et qui va pouvoir sillonner, animer vos distributeurs. J'ai un exemple comme ça. Je vous parlais tout à l'heure de Sulky Burel qui a 3 technico-commerciaux en Pologne et que nous avons en portage salarial. Et donc, vous n'avez pas besoin de créer de ce fait de filiale. On peut avoir des gens en portage salarial et ça coûte moins cher que de créer une filiale et c'est beaucoup plus élastique. On peut imaginer un commercial sur le sud de la Pologne qui déjà aura beaucoup à faire sur la Pologne mais qui peut aller sur les pays adjacents. Et ainsi, j'ai aussi un exemple. Alors là, c'est une belle PME qui s'appelle Allmix. Donc là, on est sur l'alimentation animale. Pareil, en alimentation animale, c'est pareil. On parlait tout à l'heure du bien-être animal où on investit beaucoup. Il y a déjà beaucoup de concurrence sur le bien-être animal, énormément. Les grands acteurs, les plus petits. Et en fait, c'est pareil, il faut amener quelque chose aux prémixeurs, aux fabricants d'aliments, et donc des choses plus précises. Et donc, il y a un problème avec le micro, c'est ça ? Merci. Et donc, c'est important d'être à nouveau technique sur le sujet. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on peut avoir effectivement un commercial qui va être basé sur le sud de la Pologne. Et ce qu'Allmix avait fait en recrutant des gens qui faisaient toute l'Europe centrale, qui parlaient anglais, russe, allemand, et qui allaient donc jusqu'en Autriche même. Donc, avec des solutions donc, de recrutement, de portage salarial. Donc voilà, donc ça, ce sont des techniques qui permettent d'être très efficaces. Ce sont des clés de succès indéniables, mais c'est surtout se projeter, anticiper, et pas se dire qu'on va faire une tournée en rencontrant une fois son distributeur. Je vois, Janetta, que tu es d'accord avec moi, c'est venir, revenir, inviter ses distributeurs. Et puis, voilà, et si on voit qu'on a un réseau, déjà un courant d'affaires intéressant, pourquoi pas recruter carrément un technico-commercial et le prendre en portage. Et justement, au-delà de... une fois ces premières étapes réussies, donc je parle de la prospection réussie, le fait de recruter peut-être des premiers commerciaux, etc. Comment faire pour sécuriser son implantation et quels sont les facteurs de succès justement pour pérenniser sa présence dans la zone ? Alors, quand tu parles d'implantation, tu parles de création, tu parles de rachat d'entreprise. Tous les aspects création et puis bien sûr après rachat, mais peut-être déjà dans un premier temps la création. Oui, alors on va pas. Moi, je conseillerais pas de créer une entreprise sans savoir si déjà on a du business sur place. Donc, comme on l'a dit, la zone est complexe, il faut l'étudier, il faut regarder. Le tissu est complètement différent, la population est différente. Donc, déjà, avant de créer, il faut s'assurer qu'on a un volant d'affaires intéressant. Donc, on peut commencer effectivement par une prospection, mais il faut qu'elle donne effectivement des résultats, ou une étude de marché, il faut qu'elle valide. Nous, par exemple, on avait, je te donne un exemple. On avait une petite entreprise française qui fait des capteurs d'humidité pour capter l'humidité et la température dans les champs. Il s'est dit, j'aimerais bien m'implanter sur la Pologne, mais quand même j'ai des doutes. Et on a fait une étude pour lui et on a fait nos validations. On a dit non, ça va être compliqué. Il y a déjà énormément d'acteurs qui existent, qui ont des technologies plus avancées que vous, donc ce ne sera pas la peine. Donc effectivement, c'est déjà s'assurer qu'on a un potentiel. Et puis après, la création de filiales, si vraiment on veut aller jusque-là, puisque nous, on a pas mal de clients qui font pas le saut parce qu'ils ont des commerciaux, ça leur suffit. Mais si jamais on passe le saut à la création de filiales, eh bien, c'est effectivement d'avoir le bon dirigeant, la bonne ressource humaine. Donc là, qu'on soit en Pologne ou en Europe centrale ou ailleurs, c'est pareil partout. Il faut avoir la bonne personne et décoder effectivement le bon interculturel. Voilà. Et donc justement sur ces aspects de recrutement, est-ce que tu as des exemples en tête juste sur ce type même d'opération où vous avez pu accompagner une entreprise à trouver la bonne personne
pour la suite. Tout à fait. Oui, oui. Alors des dizaines, tu vois, en 30 ans, c'est des dizaines d'entreprises. Alors pas forcément dans le domaine agricole, mais dans le domaine industriel, oui. Moi-même, j'ai recruté des dirigeants d'entreprises. D'ailleurs, je suis au conseil d'administration, enfin au directoire même des sociétés parfois. Et donc des gens comme Tractel qui sont dans les équipements industriels, des gens comme Rector dans le bâtiment. Et donc avec des dirigeants, des directeurs qui sont là depuis 10 ans au moins et qui ont développé incroyablement les filiales. Donc effectivement, c'est super important, trouver les bonnes personnes. Mais bien sûr, vas-y. Un point de vigilance, j'ajouterais peut-être à cette question d'embauche du personnel dans les pays de notre zone. Il ne faut plus penser qu'il s'agit de main-d'œuvre beaucoup moins chère qu'en France, parce que même si les salaires sont moins élevés, le SMIC de Pologne, il est à 600 € en ce moment. Le commercial, si vous voulez avoir un commercial, il faut lui proposer le salaire qui est similaire du salaire d'un commercial en France. Surtout si vous voulez trouver une personne compétente qui a déjà son réseau de contacts dans le pays. Je vous le dis parce que ça nous arrive souvent que les entreprises françaises peuvent trouver quelqu'un à des coûts beaucoup moins élevés qu'en France. Il faut être très préparé à investir quand même. Oui, je peux préciser que les entreprises, aujourd'hui, nous, pour un dirigeant d'une petite filiale qui démarre, même s'il y a 2-3 personnes, on va démarrer sur du minima 5-7 000 € bruts. Hein, d'accord ? On est dans ces montants-là. Donc effectivement, Janetta, tout à fait entièrement d'accord avec toi, c'est important. Ressources humaines, mais en face, on met le salaire qui va bien. Et comme il y a beaucoup d'inflation, tu en parlais, vous en parliez, attention, on a eu on a des taux d'inflation de l'ordre de 15 à 25% aux pays baltes, les 3 pays baltes qui sont là, 25%, hein, d'accord ? Donc, ce qui crée aussi, finalement, on a un alignement aussi. Donc, c'est bien, c'est une opportunité aussi pour nous, entreprises françaises. Certes, on ne nous attend pas. Certes, il faut montrer patte blanche. Certes, il faut être dynamique. Mais en revanche, effectivement, il y a un alignement des prix là maintenant qui se fait. Et ça, c'est un avantage. Il y a quelque chose qui change là. Justement. Je dis l'inflation, c'est pas par an, c'est 25% par an. C'est sur les 3 dernières années. En 2022, c'était 25%, 14,4% en Pologne, 25% à peu près dans les 3 pays baltes. D'accord. D'ailleurs, souvent on parle des 3 pays baltes, des pays baltes. On se dit on va approcher les pays baltes. Et à nouveau, 3 petits pays, 6 millions d'habitants en tout, mais surtout n'allez jamais comparer un Lituanien avec un Letton. Ça va les vexer à mort. Donc tout ça, c'est pareil. Ce sont des petits écueils à éviter lorsque on s'implante sur ces pays. Je vois qu'il nous reste 7 minutes. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions que vous souhaiteriez adresser, puisque le temps tourne et que je ne souhaite pas avoir la parole seulement pour nous? Non? Pas de questions supplémentaires? Ah, si. À la corruption. Alors quand on regarde les cartes de corruption, en fait, à part la Bulgarie qui a plutôt une mauvaise note, donc la Bulgarie, on est dans le sud, d'accord, au sud de la Roumanie, petit pays. Là, effectivement, le niveau est pas bon. L'Ukraine, c'est pas bon, mais les autres pays, c'est bien. C'est pas bon, mais la corruption, elle existe. Il faut s'organiser. C'est une méthodologie. C'était effectivement très très dur. Le niveau de corruption était très élevé avant la révolution dite de la dignité, donc en 2013-2014. Mais depuis ce temps-là, notamment pour les entreprises étrangères, on peut travailler. Il y aura des tentatives, etc. Mais avec une bonne organisation, des bons conseils, on opère sans grande difficulté.
Par contre, c'est... Comment ça marche la corruption? Quelqu'un vient pour récupérer de l'argent par rapport à quelque chose dont vous avez besoin. Si l'effort que ça lui coûte est trop important, il passera à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, en termes d'organisation, c'est qu'est-ce que je fais pour que, si j'identifie que 10 personnes potentiellement peuvent venir me voir, eh ben, comment je leur crée plus d'emmerdes que ne me crée d'emmerdes. Et c'est du travail, ça se prépare, et si vous faites ça, vous n'aurez aucun souci. Enfin, je n'ai eu pas de grandes difficultés à le faire. Par contre, il faut être accompagné, il faut s'appuyer sur les CCE, sur les gens qui savent, et pas essayer de faire ça tout seul. Sinon, alors là, vous disparaissez et vous êtes en grand danger. Voilà. Quand vous parlez d'apporter du nouveau en Ukraine, c'est forcément de la technologie ou est-ce que, par exemple, étudier les variétés de légumes, de fruits qu'il y a en Ukraine et essayer de voir de l'autre côté, par exemple, la Russie qui commence à s'investir plus dans le biologique, je pense qu'ils ont un plan d'attaque. Donc, ils vont peut-être baisser un peu le prix du biologique pour investir plus dans le marché européen, africain et tout ça. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas étudier les variétés qu'ils ont localement et essayer de trouver les variétés qui sont adaptées à leur pays? Et eux, à ce moment-là, peuvent entrer leur technologie et faire grossir ce nouveau marché. Alors, j'ai essayé de reformuler pour être sûr que j'ai bien compris. Oui. Après, quand on parle de semences, si c'est bien le cas, oui. En fonction de la nature de la semence, si on est, c'est des termes un peu techniques, mais de l'hétérosis ou pas, la spécificité locale va être plus importante ou pas. Donc après, une bonne semence, il faut la tester dans les conditions dans lesquelles elle va être semée. Okay. Donc, ça dépend. Est-ce que vous voulez produire des semences pour le marché ukrainien, pour le marché polonais, parce que maintenant on peut par exemple exporter du maïs produit en Ukraine pour la Pologne ou sur d'autres marchés. L'avantage de l'Ukraine, c'est un marché extraordinaire et on peut tester sur des grandes zones et avec un client, on peut cibler un nombre d'hectares inimaginable dans d'autres pays. Donc ça peut être un accélérateur pour vous pour faire ça. Après, il ne faut pas se leurrer, l'Ukraine est au sein de l'Europe le plus grand concurrent de tous les grands pays européens, dont la France. Pour les semences, où on est leader mondial dans l'export de semences, si les semenciers français n'étaient pas présents en Ukraine, on serait mort. On serait racheté par les Américains aujourd'hui. Et ça a été un relais de croissance extraordinaire et ça nous permet de maintenir des investissements en recherche à la hauteur des ambitions mondiales que les semenciers français ont. Donc, il ne faut pas en avoir peur, il faut l'analyser et après y aller. Donc, mais ça dépend spécifiquement de quelles semences vous parlez. Par exemple, des semences adaptées à leur pays, au climat. Oui, dans ce cas-là, il faut aller les tester là-bas. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça. Il faut faire une phase de test pour voir si elles créent des maladies ou pas. Et seulement après avoir validé ce test, pour donner le micro. Ah oui. À ce moment-là, on peut... envisager quelque chose. Bon, on peut en discuter après. Est-ce qu'il y a une dernière question qui souhaite être posée? Il reste 1 minute 25 sur le chrono. Sinon, je vous invite... les experts vont rester sur place, hein, donc vous êtes invités à continuer le networking. Quoi qu'il en soit, le mot de la fin aussi, c'est de dire qu'il existe tout un ensemble... d'organismes et la Team France Export surtout, avec bien sûr BPI France, les CCI, BPI, les CCE, etc., qui sont en fait présents pour vous épauler dans vos démarches à l'export et voilà qu'il ne faut pas hésiter à venir se tourner vers nous. Là, vous avez des représentants justement de chacune des catégories présents sur cet atelier et voilà, prenez contact avec nous pour toutes ces démarches-là et je remercie encore Business France et également Marilyn d'avoir été présents pour animer cet atelier. Merci beaucoup.